Fanny Fernandez, notre directrice exécutive, elle a commencé Community Manager et aujourd'hui elle dirige Life, 40 personnes à travers le monde. Tarek, président de l'ONG, l'un des fondateurs lors de la fondation de l'ONG il y a 15 ans. Si je devais retenir un seul mot pour définir ces 15 ans d'engagement, je dirais avant-gardiste. Et moi, je pense que je dirais sourire. Alors moi j'ai choisi le mot avant-gardiste parce que, en fait, on ne s'en rendait pas forcément compte quand on a lancé Life et avec les choix qu'on a pu faire, certains choix stratégiques à l'époque qui se sont avérés être payants par la suite et pour lesquels aujourd'hui on nous félicite et on nous reconnaît. Exemple, le fait de travailler avec des partenaires sur le terrain, c'est quelque chose qui peut paraître avant-gardiste si on se replace dans le contexte de 2009-2010. Le fait d'avoir opté pour une communication positive, ça pouvait paraître avant-gardiste. Le fait de bosser aujourd'hui, on a une équipe de 40 personnes à travers le monde, d'être en télétravail, en total remote, c'est être avant-gardiste. Et toi, Fanny, tu as choisi le mot sourire. Est-ce que tu peux nous expliquer? C'est vrai que moi, j'ai connu Life par les sourires des personnes qui sont soutenues par l'ONG. La première image qui me vient, moi, c'est un enfant qui sourit et même qui rit. Et d'ailleurs, Life, au début, il y avait les rires des enfants dans les audios. Ouais, c'était le jingle. Bien vu. Ouais. C'est ça. C'est vrai que ça s'est retiré par la suite parce que l'image a pris le pas sur le son, etc. Mais au départ, dans le jingle de Life, à la première heure, c'était des sourires d'enfants. Je pense que ce serait intéressant de revenir sur finalement pourquoi ce positionnement dès le départ, tu vois, parce que moi je suis arrivée et c'était déjà comme ça et c'est ce qui m'a fait adhérer finalement à la cause. L'une des composantes en tout cas, c'était quand même, je pense, pas évident à assumer. Écoute, les sourires, c'était très facile à assumer. Par contre, marketingment parlant, à l'époque, on allait à contresens de ce qui se faisait dans le monde humanitaire. Ça veut dire que les ONG qui collectaient et qui arrivaient à toucher le public, elles montraient des images d'enfants avec des gros ventres, où la dignité humaine, on est à la limite du respect de la dignité humaine. Et nous, on a refusé ça. Pourquoi? Parce que nous, quand on se rendait sur le terrain, dès nos premiers voyages humanitaires, eh bien en fait, on se rendait compte que sur le terrain, oui, il y a des problématiques, il y a des gens qui vivent des choses, mais avec une résilience, avec un côté où les gens sont heureux en réalité. Ils sont heureux avec pas grand-chose. Et c'était mentir, ça serait mentir aux donateurs et mentir au monde que de montrer des gens en situation de vulnérabilité, mais d'une manière indécente. Et ce choix-là, dès le départ, il a été assumé. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont reconnus dans cette communication positive, qui a mis du temps, mais aujourd'hui, ça paye. Parce qu'aujourd'hui, on est reconnu pour ça. C'est vrai que j'ai commencé à la communication et que c'était pas forcément évident parce que Life clairement a décidé de montrer le résultat de ses actions et de pas forcément montrer oui, certaines conditions, certaines problématiques, on va dire, de manière imagée en tout cas, avec des photos et tout. Et c'est vrai que c'était pas évident au démarrage, j'ai ces souvenirs aussi. Mais je pense qu'aujourd'hui, nos donateurs, au contraire, c'est un élément d'adhésion important. Et je pense que ça a éveillé les consciences aussi, Ouais. finalement. Ça a éveillé les consciences et le temps nous a donné raison. Et je sais que pour toi, c'était un défi à l'époque. Parce que nous, on te donnait du contenu avec des enfants, des images positives. Et toi, tu devais communiquer avec ça. Et ça allait à contresens de ce qu'on voyait un petit peu partout. Tu as donné le mot avant-gardiste. Et finalement, c'était l'une des choses sur lesquelles Life a été à l'avant-garde, finalement. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses qui te viennent en tête par rapport au côté avant-gardiste? Le côté avant-gardiste, c'était de prendre la relation donateur et de la transformer en expérience donateur. Comme en fait, si tu veux, on s'est beaucoup inspiré du monde du luxe pour donner un côté exclusif de nos projets à nos donateurs. Et considérer un donateur comme son don est précieux. Et en ayant cette démarche, en fait, le donateur, il est reçu par un chef de projet qui lui explique exactement dans quel village son projet va avoir lieu, avec une documentation qui était déjà présentée, qui était déjà prête. Pas une documentation finale, mais une documentation qui présente l'état du village, l'état de la population. Et ce côté-là, dès le départ, en fait, ça a été avant-gardiste parce qu'on a offert une expérience et les donateurs se passaient le mot en bouche à oreille en disant chez Life, on mettait un point d'honneur, en tout cas, avoir une expérience donateur
digne de ce qu'on pourrait trouver dans le monde du luxe. Et pour nous, c'était très important. Ouais, exactement. Et puis je pense qu'aussi l'une des spécificités de Life dès le départ, c'était de pouvoir expliquer au donateur concrètement ce qui allait être fait avec son argent. Je pense que c'était l'une des choses qui était, voilà, qui était vraiment un élément de différenciation où on sait que pour 1 euro, en fait, on finance un repas. Pour 2500 euros, on finance un forage. Et de savoir exactement où est-ce qu'il est placé ce forage, etc. Et c'est vraiment, je pense, c'est cette manière très concrète de démontrer le don, qui est très rassurante aussi pour le donateur. Et qui, même si aujourd'hui, on a ouvert des collectes qui sont plus larges, où on collecte pour de l'urgence dans tel ou tel pays, je pense que cette culture du très spécifique chez Life, voilà, elle perdure et finalement, elle fait partie de notre ADN. Et nos donateurs, ils nous connaissent pour ça aussi, quoi. Tout à fait. Tu sais quoi, c'est bien que tu parles de ça parce qu'au final, cette authenticité, cette manière de gérer le donateur différemment de ce qu'on pouvait trouver ailleurs, ça a créé immédiatement une relation de confiance et de transparence avec le donateur. Mm. Autre chose, c'est que la spécificité des projets où je mets de l'argent dans un projet spécifique, ça rassurait le donateur. Et aujourd'hui, je pense que tout ça a payé parce qu'aujourd'hui, on est capable d'appeler sur des grandes campagnes comme sur le séisme au Maroc ou sur les opérations à Gaza ou au Liban, où on est capable d'aller collecter sur une seule campagne 1 million, 2 millions d'euros parce que les gens nous font confiance. Nous font confiance d'une manière transparente. On dit ce qu'on va faire sur un pays, sur une action, mais pas d'une manière spécifique, mais en tout cas ce don-là, il ira directement sur le terrain auprès de ces populations cibles. Et d'ailleurs, on parle de donateurs depuis tout à l'heure, mais en fait, nos donateurs, ils ont un nom, c'est les life changers. C'est une composante importante de l'action, si ce n'est la plus importante, parce que c'est eux qui nous permettent de... Voilà, Mais carrément, un donateur, quand il contribue à un projet, quand il fait un don, il contribue à changer des vies. Et on l'emmène dans l'action. Ça a été une de nos devises dès le départ de rapprocher le donateur du terrain, le life changer du terrain. Et c'est un peu, en tout cas, la mission qu'on s'était donnée et qu'on a réussi parce qu'aujourd'hui, spécifiquement, nos donateurs, on les appelle les life changers. Et voilà, et en fait, finalement, et ça va au-delà, parce que finalement, les life changers, c'est les donateurs, mais c'est aussi les membres de l'équipe, c'est les bénévoles, voilà, les bénévoles, les partenaires sur le terrain, toute personne qui contribue à changer des destins, voilà, c'est ça. À changer des vies, à changer des destins. Et c'est vrai que c'est intéressant, tu fais le parallèle avec nos partenaires sur le terrain, les associations locales avec qui on travaille depuis le début. Moi, je me rappelle, tu sais, la première fois où je me suis rendu sur le terrain, j'étais agréablement surpris. Parce qu'en fait, il y avait un professionnalisme déconcertant. En fait, l'Afrique, là je prends l'exemple de l'Afrique parce que c'est mon premier voyage humanitaire. L'Afrique est plein de talent. Mon premier voyage au Togo, nos premiers partenaires, c'était des gens qui étaient en même temps professeurs, en même temps ils étaient dans des collectifs internationaux d'activistes, en même temps ils pouvaient être journalistes dans un journal, en même temps ils continuaient à faire des études pour devenir professeurs d'université. Et en fait, c'est tout ce professionnalisme qui est mis au service de Life et de nos projets. Et c'est pour ça qu'on s'appuyait sur eux à l'époque. Oui, finalement, ça c'était une décision dès la création de Life. Et encore une fois, vous étiez à l'avant-garde en fait. On était à l'avant-garde. Et on a été critiqués à l'époque. Et on a été critiqués à l'époque parce qu'on nous disait « Ouais, vous n'avez pas d'équipe sur le terrain, vous ne pouvez pas suivre vos projets comme nous on pourrait le suivre, etc. » Et finalement, on a prouvé. Ça ne sert à rien en fait quand on te critique ou quand on dénigre un peu ton travail de cette manière-là, tu perds ton temps à vouloir expliquer les choses. Et en fait, nous on n'a pas perdu notre temps à expliquer les choses, on a pris du temps pour faire les choses. Et l'avenir nous a donné raison, puisqu'au final, aujourd'hui, des instances comme l'AFD, comme le centre de crise du ministère des Affaires étrangères, etc., saluent notre initiative et saluent notre positionnement en l'occurrence sur cette manière de travailler, de mener nos projets sur le terrain. Exactement, oui. C'est vrai que maintenant c'est le mot d'ordre et on voit que c'est une nouvelle adaptation que doivent avoir nos pairs, alors que nous on a déjà cette agilité depuis le départ. Et puis c'est vrai que moi ça m'a tout de suite paru logique finalement de travailler avec les communautés locales, avec des experts locaux,
Et c'est ça qui m'a séduit aussi, moi, quand j'ai rejoint la structure. Parce que clairement, en fait, on ne peut pas arriver, selon moi, voilà, en faux héros, en sachant Ce et en concept de white imposant. saver là, Ouais, c'est ça. de white saver vraiment où, tu sais, aujourd'hui, le white saver c'est un concept Mm. qu'on vient, que ce soit dans le milieu journalistique ou dans le milieu universitaire, etc., où on essaye de combattre un petit peu ça. Eh bien nous déjà à l'époque, en 2009, on était en train de le combattre et on était en train de montrer que on n'était pas là-dedans. Et c'est pour ça qu'on n'emmenait pas qu'on voulait pas, qu'on apportait une aide juste et un appui juste. Et qu'on n'arrivait pas dans tous les sens. Tous les donateurs nous appelaient pour nous dire on a des vêtements, on a des jouets, on a des médicaments, ce que vous pouvez. Non, c'est pas ça notre travail. Aujourd'hui, notre travail, c'est les personnes sur le terrain, les gens sur le terrain, les populations locales, ce dont elles avaient besoin, c'est pas de venir les coloniser avec des vêtements en fait. Mm. C'est pas d'arriver, nous, le blanc, et de leur montrer la voie et de les sauver. Non. Ce qu'ils ont besoin, c'est d'un appui. Et Et nous, un en fait, on appui, est là pour répondre, et on est finalement, là pour répondre à cet appui, Mm. pour répondre à cette à cet demande, appel. à cet appel, avec les partenaires locaux, avec les associations locales, avec les comités de village, avec les chefs de village, avec les acteurs locaux qui, eux, connaissent le terrain. Exactement. Accompagner, oui, mais bon, pourquoi faire? Écoute, une des ambitions, en tout cas de Life, c'était d'accompagner chaque individu dans l'autonomisation. Et si on devait revenir à la vision et à la mission de Life, c'est un petit peu ce qu'on sous-entendait derrière. Après, bien sûr, avec le temps, on a essayé de travailler ça, etc. Mais le but vraiment ultime, c'est d'accompagner, d'appuyer vers l'autonomisation chaque individu sur le terrain. J'ai des exemples. Par exemple, je sais qu'au Cameroun, on a mené plein de projets comme ça, d'AGR, où on accompagnait des mamans sur le retour à l'emploi, le fait juste de les équiper de matériel. On a fait ça à Madagascar également. Je me rappelle, c'est au Cameroun. On a visité un centre où il y avait des personnes en situation de handicap. Et Life, un jour, a distribué à une maman, une maman âgée, hein, un fauteuil roulant. Et c'était un appui. On va dire que c'est un appui. Un an plus tard, on repart sur le terrain et on rencontre cette maman avec son fauteuil. Et elle vient et elle nous remercie. Elle nous dit, vous savez, grâce à le fauteuil que vous m'avez mis à disposition, eh bien en fait, j'ai pu créer une activité, j'ai pu me lancer et aujourd'hui je suis devenu autonome. Donc qu'est-ce qu'elle préparait? Elle préparait des gâteaux à la maison et elle avait une espèce de petit établi qu'elle transportait avec elle et sur son fauteuil, eh bien elle vendait sur le marché des gâteaux, des petits beignets, etc. Et en fait ça, finalement, je crois que le jour où si tu veux, peut-être c'est un micro, c'est un petit exemple, mais le jour où tu as réussi à mettre entre les mains de quelqu'un quelque chose et qu'il puisse en faire quelque chose pour atteindre l'autonomisation, je crois que là on a, je ne sais pas si on a réussi, mais en tout cas on a contribué à accompagner cette maman vers l'autonomisation. Ouais. Et c'est vrai que Life a vraiment cette volonté d'accompagner et de soutenir les personnes au niveau de l'individu, un destin à la fois. Et ça, je trouve ça fort. Et c'est ce qui permet après que ces personnes-là, finalement, puissent à leur tour être des acteurs de changement, aider, contribuer voilà, à leur communauté, à aider leurs prochains, etc. Et c'est vrai que sur le fonds Zakat, qui est l'impôt musulman qui nous est reversé par certains donateurs, c'est quelque chose qu'on a voilà, décidé de faire. Mais il n'y a pas que sur ce fonds. On le fait pratiquement, j'ai envie de dire, sur toutes les collectes, c'est-à-dire même au niveau de la collecte Water Sponsor, il y a cette notion d'autonomie qui est très présente. Et de manière générale, de toute façon, c'est dans le mandat de Life, quand on sait que notre vision, c'est de vivre dans un monde où chaque individu a la même chance de s'épanouir. Fanny, tu nous parles de la Water Sponsor. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi la Water Sponsor concrètement? La Water Sponsor, c'est un fonds justement dans lequel nos Life Changers ils contribuent mensuellement
et qui nous permet de faire des projets de grande envergure concernant des solutions d'eau et d'assainissement. Et comment on fait pour participer à ce fonds? Est-ce que c'est sur le site internet, comment on voit qu'est-ce qui est fait avec ce fonds? Et concrètement, il y a quoi sur le terrain avec la Water Sponsor? Bah, justement, les donateurs, en fait, ils peuvent voir l'étendue des actions sur les réseaux sociaux. Ils reçoivent aussi des newsletters trimestriels concernant la Water Sponsor. Parce que l'idée, c'est de, comme ce sont des projets d'envergure, de laisser du temps aussi pour qu'on puisse monter les projets sur le terrain. Et quelle était ta question déjà? Hem Et puis comment on fait pour participer à... Comment on fait? Rendez-vous sur le site life-ong.org. Petit moment publicitaire. C'est ça. Ça fait déjà 15 ans. Waouh! Ça passe à une vitesse, Ouais. c'est impressionnant et c'est vrai que si je m'arrête là comme ça et me dire sur ces 15 ans, qu'est-ce qui m'a marqué le plus sur ces 15 ans? Il y a plein de moments, mais vraiment plein de moments et des étapes. Parce que 15 ans, ça paraît comme ça long, mais il y a plein d'étapes. On a failli fermer Life à plusieurs reprises, où on s'est posé la question, est-ce qu'on continue ou on arrête? Une petite association de quartier qui commence à tendre vers une ONG internationale. Ça aussi, c'était un défi. C'était un défi. Mais sur le chemin de ce défi et sur le chemin de ce questionnement, eh bien, il y a des histoires. Il y a des histoires humaines. Il y a des drames qui nous remotivent et qui nous disent ne lâchez pas l'affaire, continuez. Et plus particulièrement, je repense à Mounira, paix à son âme. Mounira, c'est cette petite fille. Euh, on était en réunion, on était des bénévoles, on était en réunion un samedi matin. En quelle année ça? On était en 2012. 2012, on était réunis, l'équipe, on se réunissait tout le samedi dans nos bureaux à Saint-Denis. Et on reçoit un mail de notre partenaire, Khalid, et qui nous annonce, il nous dit « Je suis désolé, je n'ai pas pu vous répondre rapidement à votre mail parce qu'on était préoccupé par quelque chose. » Et en lisant le mail, on découvre l'histoire. C'est-à-dire qu'il s'excuse de ne pas être disponible, de ne pas nous avoir répondu, mais il argumente. Et il dit en fait, dans un village où il n'y a pas de point d'eau, il y a une maman qui part au marigot. Le marigot, c'est un étang en fait. Elle part avec des noix pour aller casser les noix au marigot. Et Mounira, donc elle est dans cet étang pour elle travaille et elle se noie. Et sa maman, en voulant l'aider, elle aussi se noie avec elle. Et sa maman était enceinte. Et sa maman était enceinte. Et sa maman était enceinte. Et je peux vous dire que cette histoire, elle nous a bouleversés. Parce que c'est là où tu te rends compte en fait ça donne du sens en fait. C'est-à-dire que tu peux perdre le sens en étant dans la productivité, faire des puits, convaincre des donateurs du bien fondé de creuser des puits, d'installer des forages en Afrique, etc. Mais quand tu as des histoires de vie comme ça, tu te dis on ne peut pas s'arrêter, c'est pas possible. On a cette responsabilité de continuer. Et moi j'ai eu l'occasion de rencontrer le père de Mounira. Et c'est marquant, mais d'une telle résilience, d'une telle patience, alors que c'est une épreuve. Il vient de perdre sa fille, elle n'a même pas atteint l'âge de l'adolescence. Il vient de perdre sa femme, sa moitié, et qui était enceinte. Et ça a été l'occasion, en tout cas, de lancer une grande campagne, de l'appeler Mounira, en hommage à Mounira. Mais en même temps, tu vois ça c'est des histoires qui nous disent, les gars, vous ne pouvez pas vous arrêter. Il faut continuer. Il faut continuer. Et après, il y a eu plein d'étapes. L'étape où on a eu nos premières missions de grande distribution alimentaire. Moi, aujourd'hui, j'ai 47 ans. Je repense à quand j'étais gamin, quand j'étais enfant, on parlait déjà de la Somalie. Et je me retrouve, moi, aujourd'hui, en 2017, 2018, et puis aujourd'hui encore en 2024, à me rendre en Somalie pour apporter un appui à ces populations en distribuant des colis alimentaires, parce que c'est la sécheresse, parce que c'est des déplacés de guerre, des réfugiés de guerre.
Et tu te dis, mais ça veut dire il y a pratiquement plus de 30 ans en arrière, c'était déjà le constat. Mais c'est pas parce que c'était il y a 30 ans, c'était déjà comme ça, qu'aujourd'hui il faut se décourager. Non. En fait, chaque action compte auprès de chaque individu. Et c'est pour ça qu'on doit continuer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se professionnalise, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des équipes d'experts sur lesquelles, sur la partie des puits, des forages, eh bien, aujourd'hui, on a pu étoffer nos projets, on a pu grandir. Aujourd'hui, on fait des châteaux d'eau, on les équipe avec du solaire euh, pour respecter l'environnement. Et puis, on réfléchit à d'autres projets qui amènent et qui vont appuyer un individu à la fois pour les accompagner vers l'autonomisation. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des destins tragiques comme celui de Mounira, clairement, qui nous poussent à agir au quotidien, à faire mieux. C'est des histoires qui sont marquantes, clairement. Mais il y a aussi des personnes bien vivantes qui nous marquent, qui nous touchent. Moi, j'ai envie que tu parles un petit peu de Tasnim, tu vois. Tasnim, c'est c'est une fille adorable pour qui je me suis pris en tout cas c'est les émotions qui parlent. Ouais. Moi, j'ai pas d'enfant. Ouais. Et ma mère me dit, tu n'as pas d'enfant, mais tu as des enfants dans le monde entier. Mm. Et Tasnim, elle en fait partie. C'est beau, ça. Et Tasnim, elle en fait partie parce que de temps en temps, j'arrive à avoir des messages d'elle. Et à chaque fois que je me rends en Liban, je vais lui rendre visite. C'est Tasnim, cette fille, en situation de handicap. Et quand tu te rends compte, au travers d'une visite dans un camp, eh bien cette adolescente qui ne sortait pas de chez elle parce que les enfants se moquaient de sa petite taille, eh bien elle a croisé mon chemin à moi, Yacine, Loane. Et aujourd'hui, grâce à cette rencontre, eh bien aujourd'hui, elle sort de chez elle. Elle va jouer avec les autres enfants. Aujourd'hui, elle va à l'école. Elle a été intégrée dans un groupe où, même psychologiquement, elle a été accompagnée, etc. Et c'est des destins comme ça. Cette fille qui vivait en Syrie avec ses parents avant la guerre, ils avaient une maison, une voiture, et se retrouvent aujourd'hui dans un destin tragique, dans un camp, Ouais. depuis 2012. Et on est en 2024, ça fait plus de 10 ans. Ouais. Et elle me raconte le jour où ils ont dû quitter la Syrie pour se retrouver dans ce camp. Bah, tu vois, ces destins, ces rencontres qu'on fait avec ces enfants, ça nous rebooste en fait. Ça nous rebooste et ça permet de nous rendre compte aussi de la chance que nous on a d'habiter dans des pays en paix où on peut ouvrir le robinet, il y a de l'eau. C'est pas que de l'eau. On a de l'eau qui sort, mais de l'eau potable qu'on peut boire à volonté et à température qu'on peut nous-mêmes choisir. On oublie carrément ce confort des fois. C'est clair. Tu te souviens de Virgile, notre coordinateur terrain, quand il a parlé des gens les plus riches de la planète, qui représentent un pourcentage très faible. Et il a dit, n'oubliez pas. On en fait partie. Parce que dans ces gens riches, on en fait partie, nous. Ouais. Et c'est pas juste les milliardaires. Non. Donc les milliardaires ont bon dos, mais nous aussi, on en fait partie. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on agit. C'est pour ça que je pense que toi aussi, Fanny, tu es aujourd'hui aux côtés de Life et tu es engagée. Parce qu'on veut donner du sens à notre vie. Et c'est pas en critiquant, en se disant que les autres ne font rien ou ne redistribuent pas les richesses. Ça fera pas avancer les choses en tout cas. Ça amènera pas les gens vers l'autonomisation. C'est clair. Alors que de se réunir, d'agir, de réfléchir, ça peut emmener vers l'autonomisation. C'est clair. Et c'est vrai que tu parlais de la petite Tasnim et du fait que y a un accompagnement de cette jeunesse en fait qui doit être fait aussi. Et c'est par là qu'il y aura vraiment du changement finalement. C'est à travers cette nouvelle génération. Et c'est sur ça qu'on a envie de miser, nous, Life.
et d'étendre nos opérations pour apporter justement de la sensibilisation, de l'éducation, de la formation à ces jeunes. Et c'est vrai que c'est important que nos life changers ils nous suivent aussi sur cette voie-là. Parce que c'est l'avenir, clairement, Ouais, et que distribuer des colis alimentaires, c'est très important, mais ça doit venir en soutien en fait à cet engagement qu'on a pour l'autonomie. ouais, tout à fait. Et tu fais bien le lien Mm. parce que à la fois, si on prend nos life changers aujourd'hui, en s'adressant à eux sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, etc., on voit que depuis 15 ans, il y en a, il y a 15 ans, ils étaient mineurs. Ouais. Et aujourd'hui, ce sont des life changers qui portent life dans leur cœur et qui nous soutiennent et qui aujourd'hui sont à la fois des life changers en tant que donateurs, en tant que bénévoles, etc. etc. Mm. Et aujourd'hui, ça fait le lien avec les populations sur le terrain où en effet, eh bien, il y a une particularité, ou plutôt il y a un effort à faire Mm. pour aller aider, aller appuyer cette jeunesse qui est en quête de sens, qui est en quête de quelque chose, pour aller les appuyer, pour leur donner toutes les chances de réussir, pour pouvoir atteindre l'épanouissement. Que ce soit au travers de la formation, que ce soit au travers de l'accompagnement de l'école. On le voit avec nos projets de cantine scolaire ou au Togo. Ça peut paraître comme ça un projet de petite envergure. Mais quand tu participes en amenant une cantine scolaire dans une école au Togo, au Bénin ou à Madagascar, eh bien, tu augmentes les résultats scolaires de ces enfants, Mm. ou alors que tu arrives à faire augmenter la fréquentation de l'école et tu fais baisser l'absentéisme, c'est magnifique. Quand je pense à ces jeunes filles Ouais. au Bangladesh Bangladesh. que j'ai rencontrées, avec qui on a passé du temps, et avec Mehdi Debra, qui a fait cette marche Paris-Alger, Alger-Paris, et qui a collecté presque plus de 80 000 euros pour Life. Et avec cet argent, avec ces dons, ces life changers qui ont soutenu Mehdi Debra, eh bien, on a pu porter des projets, Dont celui-là dont celui-là, au Bangladesh. Ouais. au Bangladesh. Équiper ces jeunes filles avec des bicyclettes, ça peut paraître comme ça anodin, ça peut paraître du luxe. Eh ben non, c'est pas du luxe. C'est essentiel. C'est là où tu vois, chez nous, un vélo, c'est du luxe, ou plutôt c'est quelque chose de normal. Pour eux, c'est essentiel. Parce que ces jeunes filles, maintenant, elles peuvent aller à l'école. Mm. Pourquoi? Parce qu'elles avaient arrêté d'y aller, malgré cette envie, cette flamme qu'elles ont en elles, parce que l'école était trop loin, parce que c'était dangereux pour y aller, et en même temps, il y a tout un contexte. C'est ça. Et clairement, ça va changer. Un vélo va changer leur destin. Clairement, parce que c'est des filles qui vont être du coup instruites, qui vont pouvoir accéder à d'autres types de formations et pourquoi pas poursuivre des études et derrière, oui, Tu sais, avoir une toute autre vie. Tu sais, j'aime bien, moi, à chaque fois que je rencontre des enfants, et ce qui m'a marqué, moi, déjà, dès mes premiers voyages, c'est sourire. Les sourires des enfants, euh, petits, moyens et grands. Et j'aime bien leur poser une question à chaque fois quand je suis avec eux. On a passé un petit moment, on a créé ce contact, ce lien, etc. C'est de leur dire, qu'est-ce que tu aimerais, Oui, qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu seras grand? Et quand tu écoutes leur, réponse. Ouais. leur réponse, mais c'est juste magnifique. Et on n'est pas là à dire on va valoriser tel ou tel métier, c'est pas ça. Mais d'avoir de l'ambition, c'est ça qui est important. Et nous, si on arrive, grâce à nos life changers, grâce à nos donateurs, grâce à nos équipes, appuyer ces rêves et les emmener vers l'autonomisation, vers la réussite, vers l'épanouissement, on aura tout gagné. Et tu vois, Tarek, toi, tu parles beaucoup de souvenirs terrain. Tu as été beaucoup sur place. Moi, j'en ai fait aussi, mais c'est vrai que mon poste, il nécessite plus un pilotage, on va dire, de l'ombre. Ce que je pourrais dire, c'est que, et ça, je pense que c'est partagé par tous, et même tu vas rebondir à mon avis, mais Life nous change aussi de l'intérieur. C'est-à-dire que ça ne change pas que les destins des personnes qui sont sur le terrain, mais ça a changé aussi notre vie. Enfin, Mais on parle d'autonomisation, moi je vois à quel point Life m'a permis de me développer, de développer mes compétences, ma confiance en moi. Vous m'avez donné clairement des rênes de l'ONG, c'était un défi
Et c'était une vraie chance, un vrai pari. C'est-à-dire que finalement, ce que Life dit qu'elle fait auprès des populations, elle le fait aussi en interne. Mais c'est carrément, tu viens, au travers de ton exemple, Mm. et c'est pour ça que je l'ai dit quand je t'ai présenté. Fanny, quand tu es arrivée chez Life, tu étais community manager. Et ouais. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Mm. Community manager, qui est un très beau métier, mais pour lequel je pense que tu avais une appétence, tu aimais faire ça, et par la suite, tu es parti, tu as développé tes compétences, Mm. et tu es revenu chez Life Ouais. à un moment pour prendre la tête en tant que la directrice De com. de communication. Ouais. Et, et à ta manière, tu as révolutionné la com chez Life, mais en même temps, ça t'a apporté des choses extraordinaires dans la manière dont tu t'es construit aujourd'hui, et ça peut que te changer en fait. Ça peut que te changer. C'est Et vrai. aujourd'hui, toi en tant que directrice exécutive, en réalité, quand tu es arrivé en tant que community manager, quand tu as repris la communication de Life, quand tu as repris la direction de Life, on t'a confié les rênes, qu'est-ce que tu recherchais à ce moment-là? Bah, je cherchais à avoir un impact justement et clairement, bah, j'ai trouvé, j'ai trouvé la bonne maison pour parce que clairement life sans impact, c'est pas life en fait et je trouve que cette culture de l'efficience, de la transparence, de l'efficacité, bah, en fait, clairement c'est mes valeurs, tu vois? Au-delà de la solidarité, au-delà de l'entraide et cetera, le faire de cette manière, à travers life, pour moi, c'est parfait et je pense que enfin, je ne vais pas parler au nom des membres de l'équipe, mais il y en a beaucoup qui sont reconnus dans, voilà, dans ces valeurs-là et certainement aussi beaucoup de nos life changers. Et tu mâches pas tes mots. Si tu te reconnaissais pas dans ces valeurs, il y aurait longtemps que tu aurais Non, claqué la porte. on est d'accord. Et au sein de l'équipe, clairement, bah, Life a su rassembler des profils vraiment éclectiques. Enfin voilà, enfin, je me dis que on a des collaborateurs qui sont au Sénégal et qui sont directeurs. On a des personnes qui vivent en Autriche, on a des personnes qui viennent de différents backgrounds et qui se réunissent tous autour bah, de la vision, des valeurs de Life et notre manière d'agir, quoi. Et on a des femmes à des postes à responsabilité. Et c'était pas, c'était pas, en plus c'était pas, on n'était pas dans les quotas. Non. C'est là aussi où le mot avant-gardiste, il me plaît, Mm. parce que finalement, nous, ce qui compte, c'est les compétences. Et ce qui compte, c'est l'envie, c'est l'engagement. Si tu as un engagement, si tu as envie d'œuvrer, si tu partages nos valeurs, tu es Welcome. le bienvenu, welcome. Ouais. Welcome dans l'aventure. C'est ça. Welcome dans l'aventure, viens comme t'es, mais welcome dans l'aventure. Et quand je vois qu'aujourd'hui, aujourd'hui on a pratiquement plus d'une quinzaine de nationalités différentes chez Life, Ouais. que au niveau de la parité, même si j'aime pas ce mot-là, mais naturellement, ça s'est fait naturellement, hommes, femmes, différentes nationalités. Il Il n'y a pas de discrimination, même discrimination. positive, mais voilà, en tout cas, la composante est là et, et ça s'est fait naturellement, ouais, comme tu dis. Et ça s'est fait naturellement. Non, en fait, si on devait parler en off comme ça, c'est vrai qu'il y a une histoire de co-construction dans l'ADN de Life. Dans l'ADN de Life, dans notre manière à travailler au quotidien. C'est fort ce que je veux dire. Même si. Mais dans les débuts de Life, Life est une association. Elle a été créée en tant qu'association, loi 1901, etc. Avec un bureau, avec un conseil d'administration, etc. Et tu vois, dans la manière dont on fonctionne et dont nos valeurs, notre vision, notre mission, elle est exprimée aujourd'hui, et dans la manière dont on travaille avec les équipes, eh bien en fait, c'était déjà une volonté dès le départ. Quand il y avait le conseil d'administration, le bureau, les bénévoles à l'époque, dont je faisais partie en tant que fondateur, etc., eh bien on organisait des workshops, déjà à l'époque, en 2010, en 2012, en 2013, en 2014, en 2000. Et successivement, on réunissait tout le monde pour réfléchir. C'est quoi Life? Si Life c'était une couleur, c'est quoi? Si Life c'était un moyen de transport, ça serait quoi? Etc. Et il y a toujours eu cette culture dans l'ADN de Life, de la consultation, de la co-création.
et de ne pas réfléchir tout seul dans une tour d'ivoire et d'avancer tête baissée. Et aujourd'hui, ça se ressent. Ouais. Ça se ressent parce que, par exemple, toi et moi, quand tu es la directrice exécutive, tu mènes les équipes au quotidien. Et avec Brahim, membre du bureau, avec Wardia, avec moi en tant que président, etc., et ben en fait, ça fait un espèce de... en tout cas, il y a une collaboration dans la manière dont on travaille qui se complète très très bien au quotidien et qui est, j'allais dire, qui est pas, c'est pas une question de positif ou négatif, mais en tout cas qui est vertueuse. Ouais, Qui est exactement. vertueuse et on se complète très très bien. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est important aussi dans la culture de Live finalement, de valoriser les compétences en interne et de faire en sorte de consulter les équipes sur des décisions qui sont même stratégiques. Là par exemple, on a travaillé sur le plan stratégique à horizon 2029, puisque notre plan stratégique se termine cette année, et on l'a fait comme la période précédente, en consultation avec un bon nombre des membres de l'équipe. Et je pense que c'est ce qui permet aussi finalement que tout le monde soit embarqué dans la même aventure et perde pas le cap. Exactement. C'est intéressant, tu parlais du plan stratégique sur lequel on a fait participer les équipes. Également, on a bossé sur la vision, sur la mission, sur les valeurs de Life pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Un plan stratégique, c'est un cap qu'on détermine pour les 5 prochaines années des actions qu'on va pouvoir mener. Par exemple, aujourd'hui, on fait de l'urgence. On a commencé à en faire depuis 2 ans, mais aujourd'hui, ça fait partie de notre plan stratégique. Les équipes le savent, ils ont participé à ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on impose. C'est ça. On en discute, il y a des propositions qui sont sur la table et, et concrètement, on les écrit et ça fait notre plan stratégique. Et comme ça, tout le monde est d'accord, c'est validé et tout le monde est en accord avec ça. Ouais, exactement. Et de toute façon, il n'y a rien qui sort du cadre de notre vision et de notre mission aussi. Je sais que on n'a pas l'habitude, tu vois, comme ça, de discuter, de se livrer, et peut-être même euh, que les life changers nous voient. Tu es un visage marquant et important de l'ONG, surtout ces dernières années. Pourtant, bah, tu as été là dès la première heure, mais tu n'as pas été un visage identifiable tout de suite. Mais c'est vrai que je trouve que notre collaboration, elle est belle parce qu'elle permet vraiment finalement d'impulser aussi au sein de la structure cette dynamique voilà, de partage, de communion, etc. Et, et je pense qu'il y a une belle complémentarité finalement entre nous. Et c'est vrai que je ne sais pas si... Enfin, comment dire? Ce qui est marrant, c'est qu'à un moment donné, bah, les rôles on a fait ping-pong en fait des fois. C'est-à-dire que il n'y a pas si longtemps, j'avais même été ta responsable. Mais tellement Exactement. en fait ton implication dans la structure, elle est forte, et que tu es allée dans tous les rôles possibles et inimaginables. Elle revient sur un détail. Il y a quelques années, on a un poste qui s'est vidé, hein, Ouais, et on était à la veille d'une grande campagne et c'était le poste de directeur de communication. Et moi, j'étais trésorier à l'époque et bah, il fallait quelqu'un. mm, Et je sais pas si j'ai eu le culot ou j'ai eu le... En tout cas, j'ai eu ta confiance et celle de Rabat à l'époque pour prendre ce poste. Et c'est vrai que j'ai pris ce poste en tant que directeur de communication et je me suis retrouvé où on est... Fanny, c'était ma responsable. c'est Et ça. on avait des réunions toutes les semaines où Tu devais donner des je résultats. devais donner des résultats à Fanny, les KPI, etc., etc. Et tu sais, c'est très beau ce que tu sors comme exemple parce que finalement, c'est ce qui montre quand tu es engagé dans une structure, en fait, quand tu es là pour la mission, Tu es là pour la la service. vision et les valeurs, tu t'en fous de là où tu te trouves. Exactement, on est C'est là pas... pour servir. On est là pour servir. Et On est là pour servir, pour œuvrer, pour agir et pour avoir un impact. Et à ce moment-là, c'était pas très agréable de reprendre la communication parce qu'il y avait des défis, etc., etc. C'était une sortie de zone de confort, mais c'était magnifique. Mais en même temps, il fallait être à ce poste-là, bah, j'y étais. c'est ça. Et enfin, en termes d'engagement, pour moi, c'est de me dire, ok, bah, peut-être est-ce que j'ai pu être euh, bénéfique, et en tout cas, j'essaye de l'être au quotidien. Mais si un jour, je pense que ma place, elle est soit à un autre poste, soit elle est de quitter la structure parce que justement, il faut un nouveau souffle, et que je suis plus utile.
je servirais différemment en fait. Mais vraiment l'idée c'est de rester au service de nos life changers, des populations et de la structure. Ouais, c'est très beau. C'est très beau. C'est exactement ça. Et je pense que tant qu'on aura ces valeurs et tant qu'on aura euh, partagé cette vision d'œuvrer et de servir la structure, eh ben, j'aimerais dire que le meilleur est à venir et en avant vers l'infini Et l'au-delà. et l'au-delà. Et c'est vrai que en réalité, c'est tous ensemble, vous et nous, vous, life changer, donateurs, bénévoles, euh, bonne volonté, euh, qui viennent soutenir les actions de Life. Et on remerciera jamais assez tous ces donateurs et tous ces gens de la première heure et d'aujourd'hui qui nous font confiance jour après jour, qui nous confient euro après euro. Et c'est pour ça qu'on encourage aussi la mensualisation aujourd'hui, Ouais. pour pouvoir nous permettre d'avoir des actions vraiment concrètes sur le terrain. Concrètes, quand je dis concrètes, qui amènent vers le développement, De l'autonomisation bout en bout en et fait. de bout en bout. Ouais. Et surtout, qu'un jour, en tout cas, notre devise, c'est quand on intervient sur le terrain, c'est pouvoir permettre aux populations, in fine, d'atteindre en tout cas l'épanouissement. C'est Et ça. Et que même si on ne disparaît pas en tant que structure, en tout cas qu'on puisse se retirer du terrain, de certaines, voilà, finalement du terrain, en ayant laissé un impact positif et en étant sûr que derrière, en fait, ces personnes-là n'ont plus besoin de nous. voué à disparaître, c'est un slogan qui peut paraître voué à disparaître dans le temps, C'est ça. à terme, mais c'est également C'est vrai au auprès des niveau. villages aujourd'hui, auprès des populations. Ouais. Notre volonté, c'est que demain, les personnes qui ont subi les dégâts et les problématiques liées au réchauffement climatique, aux inondations, aux tremblements de terre, aux guerres à Gaza, c'est qu'un jour on n'y soit plus. Exactement. Pays par pays, village par village, etc. C'est que le travail, job is done, le travail est fait et qu'on puisse passer À à autre quelqu'un chose et d'autre. ailleurs. Ouais, exactement. Donc finalement, se vouer à disparaître, oui, c'est un vœu d'une manière très générale et très globale, mais Il est vrai aussi à c'est l'échelle qu'il individuelle. est à l'échelle de l'individu. Exactement. Et que le but, et c'est vrai qu'on avait cette volonté de se dire, et j'espère qu'on l'aura dans les indicateurs, c'est de se dire, quand on a aidé une personne, quand on a apporté assistance, quand on a apporté un appui à quelqu'un, eh bien ça y est, on n'a plus. Tu sais, comme cette maman dont je parlais tout à l'heure, qui était en situation de handicap au Cameroun, à qui on a apporté un fauteuil roulant, eh bien, elle nous dit, maintenant que j'ai mon fauteuil, Je j'ai suis plus autonome. besoin d'aide. Ouais. Je suis autonome. Vous aussi, life changer, qui voulez œuvrer, participer, contribuer, nous aider à appuyer chaque individu à pouvoir atteindre l'autonomisation et l'épanouissement, rejoignez-nous. Ensemble, tous ensemble, on peut y arriver.